Bonjour Richard. Bonjour. C'est agréable de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Dites-nous comment vous êtes devenu investisseur et pourquoi avez-vous choisi d'investir pour gagner de l'argent? Comme nous le savons tous, les investissements peuvent être très risqués et tous les gens ne réussissent pas. Quand ma famille a déménagé en Amérique, mon père était banquier et il m'a parlé de ce système. Il m'a éduqué dans ce système. Et quand j'étais petit, j'ai grandi en voyant des gens de ce monde. Il y avait des gens habillés de façon impeccable, de beaux costumes, de belles chaussures, de belles cravates, de belles montres. Mais au-delà du fait qu'ils savaient comment porter ces vêtements, ils dégageaient une confiance et une dignité. Je suis né dans ce monde et je voulais être comme ces gens. Mais plus que ça, je devais gagner ma place là-bas. Je devais la mériter. Donc, je suivais les infos de la bourse. Je lisais les magazines financiers. Toutes ces choses pour me former. Je pense que c'est vers 17 ans que j'ai décidé de rassembler des capitaux et de commencer à investir. Vous savez, quand j'étais jeune, je voulais que ma première mise soit de l'argent que j'ai gagné. J'ai donc fait toutes sortes de métiers. Aide-serveur, je vendais des billets pour le cirque, je livrais des pizzas, tous ces métiers que font les jeunes. Et j'ai rassemblé environ 4 000 $, ce qui à l'époque, vous savez, ce n'était pas une fortune, mais c'était une somme importante, et je l'ai investie. Et grâce à cet investissement, j'ai pu payer mes études universitaires. J'ai suivi les conseils de mon père en matière d'investissement. Mais il ne m'a pas dit « achète ces actions-ci ou achète ces actions-là ». Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. C'était la méthodologie. Et vous vous demandez quel est le risque. Un investisseur n'est pas un joueur. Un investisseur étudie méticuleusement. Il élimine le risque autant que possible. Ceux qui n'étudient pas, ceux qui jouent, échouent. Et dans ce que nous pourrions appeler un monde d'investissement, ces gens représentent environ 5%, quelque chose comme ça. Mais il ne s'agit pas de ça. Merci pour votre réponse. À ma connaissance, vous êtes actuellement le propriétaire légal de Watford Holdings, qui comprend New Millennium Wind Energy, Marijuana Diet et EDV Recycling et Goldmine BMD. Toutes ces entreprises sont actives dans des secteurs économiques très différents, également dans des pays différents. Laquelle de ces entreprises est la plus performante et pourquoi? Je ne pourrais pas dire tout de suite que j'en ai une favorite. Ce n'est pas ça. Et comme vous l'avez dit, elles opèrent dans différents pays, différents systèmes. Elles ont différentes structures. Elles exploitent les opportunités dans des domaines complètement différents. Chacune de ces 4 entreprises, pour la prochaine décennie, les 12 prochaines années également, ce que je pourrais dire à moyen terme est qu'elles envisagent des possibilités presque illimitées d'augmenter leurs revenus. Je ne veux pas dire laquelle je prévois d'être la plus efficace pendant cette période. Il faudrait chercher. Vous devez revenir me voir dans 10 ans peut-être, et alors on en saura plus. Envisagez-vous actuellement les nouvelles orientations et quels sont vos projets concernant la holding elle-même? Eh bien, je rencontre tout le temps des gens qui proposent des projets. Et je suis tout le temps à la recherche d'investissements. Mais vous savez,
il n'y a pas si longtemps, Kickstarter a permis aux personnes qui cherchaient des investissements pour des startups de rendre l'ensemble du processus beaucoup plus facile. Mais nous ne cherchons pas à créer ou à trouver des startups. Ce que nous recherchons, ce sont des personnes qui ont fait leurs preuves, des capacités éprouvées et des opportunités existantes que personne d'autre n'exploite déjà, mais qui ont juste besoin de cet investissement. Un bon exemple est New Millennium Wind Energy. Ils sont venus nous voir avec ce qu'ils appellent la toute première turbine. Il s'agit d'un type particulier de turbine qui peut exploiter une nouvelle opportunité, car elle peut être déployée presque partout, notamment en milieu urbain. C'est donc un très bon projet, car, comme vous le savez en matière de production d'électricité, plus vous produisez près de l'endroit où l'électricité sera utilisée, plus elle est immédiatement rentable, car vous ne perdez pas l'électricité à cause de la longueur des câbles. C'est donc une sorte de modèle. Il y a quelques jours, j'ai rencontré quelqu'un qui a une activité très intéressante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il faut attendre un peu avant que je puisse dire quelque chose de précis à ce sujet. Vous devrez revenir dans quelques temps pour que nous puissions avoir des nouvelles sur ce sujet. Parlez-nous de New Millennium Wind Energy. Bien. Ça devait être en 2013. Oui, c'était en 2013. J'ai rencontré Drew Tucker. Et Drew Tucker était un gars discret. Je sais que c'était ce jour-là, car la raison pour laquelle je l'ai rencontré était qu'il dirigeait un grand projet qu'il cherchait à réaliser au Kansas. Et à cette époque, l'État avait retiré ses subventions et son soutien à l'énergie éolienne, aux énergies renouvelables et aux sources d'énergie alternatives. Il cherchait donc un investisseur conventionnel pour lui permettre de mener à bien ce projet. Il y avait un bon projet. Et Drew Tucker, c'est un grand ingénieur. C'est l'un des plus grands du monde. Il dirigeait le projet de fusée spatiale Atlas et les bombardiers B-2. Mais ça, c'est sa sphère d'excellence. C'est un ingénieur. Ce n'est pas un grand chef d'entreprise. Donc, ce que nous avons pu faire lorsque nous avons investi dans son entreprise, c'est apporter une équipe. Lui donner une équipe de managers compétents et expérimentés. Et maintenant, c'est Calvin Cooper qui dirige cette équipe. Et il a énormément contribué à ce succès. La croissance a été formidable. Nous ne vendons plus. Ce qu'ils font maintenant, c'est un projet beaucoup plus important d'installation de grandes centrales électriques dans le monde entier. Pas seulement au Kansas, mais dans le monde entier. Vous avez également acheté EDV Recycling, qui collecte le plastique des océans, ce qui montre bien votre intérêt pour l'environnement. Que pensez-vous de la pollution des océans? Eh bien, ces derniers mois, c'est devenu l'un des grands sujets. Tout le monde parle du plastique, et en particulier des plastiques dans l'océan. Mais cela remonte à quelques années maintenant. C'est Liam Liu que j'ai rencontré. Un homme vraiment impressionnant. Et il parlait de ça en avance sur son temps. Et il m'a expliqué. Il m'a donné des arguments irréfutables sur les problèmes. Ce qu'il fallait faire. Et nous devions être impliqués. Le fait est qu'avec le plastique, nous déversons des milliers de tonnes. Des centaines de milliers de tonnes de plastique dans l'océan chaque jour. Et il s'accumule dans l'océan. Et ce n'est pas seulement le cas de la tortue avec un sac en plastique sur elle. Ces choses se transforment en petites particules qui polluent et empoisonnent toutes les créatures qui vivent dans la mer. Les poissons, les oiseaux. Dans l'Antarctique, il y a des phoques qui produisent un lait toxique pour leurs petits. Nous devons donc faire quelque chose. Liam Liu a mis en place ces dernières années un certain nombre de points de collecte pour les plastiques polluants.
Un exemple en Haïti, où ils ont pu employer littéralement des centaines de personnes localement dans ces points de collecte, en travaillant avec la banque de plastique et en gérant la coopération. Oui, c'est un gros employeur. Et cela montre que nous pouvons nous attaquer à ce problème. Pas seulement parce que ça doit être fait, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et cela peut être fait de manière rentable. C'est ce que ça a montré. Tous les hommes d'affaires ne partagent pas la même opinion. Beaucoup d'investisseurs pensent en fait que les problèmes écologiques et le réchauffement climatique sont trop exagérés. Et j'espère vraiment que la situation va changer dans les prochaines décennies. Oui, je suis d'accord avec vous. Et je pense que les choses sont en train de changer. Je peux comprendre que les gens pensent qu'il y a des exagérations, de l'hystérie et tout ça. Mais ces problèmes sont réels. Et ils sont énormes. Et c'est grave. Le monde des affaires. Donc, il n'y a pas tout le monde des affaires. Mais oui, quand même, ce genre de vision à court terme persiste. Et c'est une culture que nous devons changer. Ce que nous faisons, c'est une contribution minuscule. Tout le monde doit changer. Et je pense qu'ils le feront. Et c'est pourquoi ce domaine présente un tel potentiel de croissance. Pensez-vous que votre modèle économique est en concurrence avec les bourses? Oh non, non. Je ne serais pas naïf au point de dire qu'il est en concurrence avec les bourses aujourd'hui, et que ça n'arrivera pas de sitôt. Mais nous avons attiré leur attention. Et il y a toujours un partenariat avec les courtiers. Mais en fait, j'ai fait des erreurs. Si on regarde le crash de 2008, c'est presque comme si certaines personnes l'avaient oublié. Mais c'est une situation désastreuse pour beaucoup de gens. L'effondrement de Lehman Brothers et de Fannie Mae. De nombreuses banques dans le monde se sont effondrées ou étaient sur le point de s'effondrer. C'est une expérience horrible pour beaucoup de gens. Pour moi personnellement, j'ai presque perdu tous mes biens. J'étais affaibli à cette époque. J'étais sur le point de faire une dépression nerveuse. Mais je pense que beaucoup de gens comprendraient ça. Nous avons appris la leçon. La leçon a été dure. Tout le monde ne l'a pas apprise. Mais il y avait une culture spéculative dans le secteur bancaire, à la bourse, où les gens regroupaient les dettes sans valeur et les vendaient dans des packages complexes, très complexes, toutes sortes de produits dérivés que les gens ne comprenaient pas. Ils perdaient beaucoup d'argent. Et comme nous le savons, cela a amené à l'effondrement de tout le système économique. Ce que nous cherchons à faire, c'est offrir aux investisseurs une certaine stabilité. Il s'agit d'investir pour rendre les choses plus simples. Il est également très important de démasquer toute une bande d'intermédiaires. Ces gens qui, non seulement prennent une plus grande part de la propriété de l'investisseur, mais aussi, comme nous l'avons vu en 2008, qui peuvent donner de mauvais conseils, qui peuvent se comporter de manière imprudente, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, catastrophique, potentiellement catastrophique. Donc, ce que nous cherchons à faire, vraiment, ce que nous sommes, c'est de permettre la prospérité à l'investisseur réel. Il s'agit de faire en sorte que les gens ordinaires qui investissent leur argent deviennent riches. C'est ce que nous faisons. Nous n'aidons pas ces intermédiaires. C'est la question la plus importante pour tout investisseur prudent. La plupart des gens sont intéressés par les questions comme « L'action de la société a-t-elle été dépréciée et qu'advient-il alors des participations ?» Et c'est pourquoi j'ai accepté votre invitation à l'interview d'aujourd'hui. Ça revient à dire que c'est une question de stabilité.
It comes back again to being about stability. With a system that is dependent Avec un système qui dépend de ces intermédiaires et des rumeurs, la valeur des actions peut fluctuer en fonction de la spéculation et non en fonction des performances réelles de l'entreprise. Ainsi, ces derniers jours, nous constatons une incroyable oscillation sur les places boursières en ce qui concerne les actions chinoises. Ces 2 derniers jours, la situation s'est redressée, car les gens ont compris que ces actions presque hystériques étaient inappropriées. Celles-ci, parmi de nombreux autres. Mais ce n'est pas toujours comme ça. L'un des grands problèmes auxquels sont confrontées les vraies entreprises, les entreprises relativement petites, qui cherchent à investir, est de faire face aux investisseurs spéculatifs parasites. Je vous donne un exemple classique qu'on apprend à l'université quand on étudie ces choses. Vous avez, disons, $1 million d'investissement de la part de diverses personnes. Vous avez une valeur d'action d'$1 million et vous achetez un bateau pour $1 million, la compagnie maritime Richards. Mais ensuite, une instabilité commence. Ça signifie que le prix de votre action va baisser. Peut-être qu'elle passe d'un total de $1 million à $250 000. Puis, un groupe de raiders arrive et achète vos actions pour $250 000. Il possède alors le bateau de Richard. Mais le bateau de Richard vaut toujours $1 million. Alors il ferme l'entreprise, vend le bateau et fait instantanément un énorme profit. Mais les actionnaires et Richard ont été volés. C'est ce que nous essayons d'éviter avec la plateforme basée sur notre modèle d'investissement réel. Comment pouvez-vous évaluer le travail de la plateforme? Êtes-vous satisfait des résultats? Oh, satisfait, oui. Les résultats ont été supérieurs à nos attentes. Vous voyez, quand nous avons commencé, les modèles et les prévisions portaient sur les banques réelles du marché américain. Juste le marché américain. Et voilà comment nous avons réalisé nos calculs. Les gens ont donc voulu investir comme on peut s'y attendre aujourd'hui. Ce qui n'aurait pas été le cas il y a 10 ans. Peut-être le Brésil, l'Indonésie, le Mexique, les investissements venant de ces pays, mais aussi peut-être ce que vous n'auriez pas prévu il y a 10 ans. C'était des investissements venant de France et d'Allemagne. Et aussi, bien sûr, de plus en plus, la Russie est une source importante d'investissement. Je ne m'attendais donc pas à ça. Mais bien sûr, maintenant que ça se produit, nous sommes flexibles, nous nous adaptons. Et l'Europe et l'Asie sont des zones de croissance importantes pour nous. Et nous essayons de mettre en place des bureaux régionaux. Nous avons mis en place tout récemment un bureau de représentation en Russie. Et j'espère que je le dis bien, dans une ville appelée Ulan-Ude. C'est la bonne façon de le dire? Ça me semble bon. Merci. Oui. Nous cherchons à étendre ce réseau en Europe et en Asie. Oh, bien... Dans le monde, j'ai beaucoup de réunions. J'ai besoin de rencontrer les employés, nos gens. Il faut faire ça pour rester en contact, pour savoir toutes ces choses, ce qui se passe réellement sur le terrain, dans l'entreprise. Mais aussi les actionnaires, bien sûr. Je rencontre ces personnes. Et je rencontre tout le temps des gens d'entreprise qui cherchent des investissements. Le potentiel de croissance dont nous avons parlé. Mais en fait,
Je suis totalement débordé pour les 3 ou 4 prochains mois. Vous savez, je ne peux plus rien laisser paraître. Quand je regarde vers le passé, au cours de l'année dernière, j'ai pris 150 à 160 vols, quelque chose comme ça, et j'ai visité 11 pays. Je ne fais pas partie de ces gens qui permettent à leur secrétaire de donner mon avis à la presse, ou quelque chose comme ça. Je ne dispose pas d'un flux Twitter qui pourrait être exploité et interprété. Disons que certains politiciens pourraient le faire. Mais je n'ai rien de tout ça. Nous avons beaucoup appris sur vous dans cette interview. Laissez-moi vous poser une question personnelle. Parlez-nous de votre famille. Bien. Je suis marié à Sarah depuis maintenant 27 ans. 2 enfants, Robert et Francis. Robert est dans l'armée. Il est capitaine. Il va bientôt sortir. Et nous avons discuté de ce que pourrait être son avenir. Je pense qu'il est comme moi. Il voulait trouver sa propre voie dans le monde. Peut-être se trouver. Je pense qu'il a fait. Ça ne fait aucun doute. Et il y a une partie de moi qui aimerait le voir entrer dans l'entreprise familiale. Je pense à cet esprit de continuité, d'engagement à long terme, même à travers les générations. Peut-être que je vieillis. Francis, ma fille, elle étudie en doctorat. Elle est biologiste marine. Elle a peut-être une certaine influence sur moi. Je suis prêt à l'admettre. Elle va bientôt se marier. C'est une vraie fille à sa maman. Et cette bande est un peu contre moi. Et son fiancé, son mari, dit qu'il est un peu une alliée. C'est un homme bien. Ouais. La famille. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Ouais. Quelle voiture conduisez-vous? C'est une Cadillac Escalade de 2017. Elle a quelques années maintenant, mais je l'aime bien. Elle est pratique. C'est confortable. J'aime bien les choses qu'il y a dedans. J'en avais une avant. C'était comme les anciennes. C'était une hybride. Et celle-ci, elle a un moteur essence. La prochaine voiture pourrait être n'importe quelle voiture écologique disponible. Mais je ne suis pas du genre à changer de voiture toutes les quelques minutes. Quand je pars, je loue des voitures quand je voyage seul. C'est une voiture confortable. Et j'aime ça, vous savez. Très bien. Merci d'avoir partagé vos expériences avec nous. Je sais que vous êtes très occupé et j'ai beaucoup apprécié notre entretien ensemble aujourd'hui. C'est un véritable plaisir. J'ai apprécié. C'est une bonne occasion pour moi de pouvoir parler et pour nos investisseurs de voir cette conversation. Mais ils ont pu utiliser Twitter ou tous les médias ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai aussi apprécié. Peut-être que nous le referons un jour. Bien sûr. Merci.